Bonsoir. Pour la 9e édition de la Nuit de la littérature du FICEP, l'Institut Ramon Llull, qui est un consortium public formé par le gouvernement de la Catalogne, les îles Baléares et la mairie de Barcelone pour la promotion internationale de la culture catalane, vous invite à découvrir l'œuvre de Vicenç Pagès Jordà. Il s'agit d'un écrivain né à Figueres, critique littéraire également, professeur d'esthétique, auteur d'une vingtaine d'ouvrages entre fiction, essais, nouvelles, réflexions historiques ou morales, dont l'un des centres d'intérêt est la littérature pour la jeunesse et l'adolescence. Vous allez écouter des extraits de Lettres à la reine d'Angleterre, son premier ouvrage traduit en français par Marie Costa, publié par les éditions Balzac en 2020 et lu par l'actrice Morgan Lombard. Cet ouvrage, à cheval entre la fable et les voyages dans le temps, qui interroge les bienfaits, les avantages et les inconvénients de l'immortalité, a été l'un des plus grands succès de l'auteur auprès de tout le public, de tous les âges. Bonne audition. À Sa Majesté, la Reine d'Angleterre, Buckingham Palace. Majesté. Une succession d'erreurs funestes m'a reléguée dans une prison haute sécurité de votre royaume. Je vous écris ces lignes du fond de mon désespoir pour que vous puissiez envisager la possibilité d'intercéder en ma faveur. Voilà 1000 ans, je travaillais comme forgeron dans le comté de Cerdagne, au sud des Pyrénées. J'avais appris l'art de la forge à l'atelier de mon père, et le travail ne me déplaisait pas. Lorsque j'eus 16 ans, mon père m'a appris à fabriquer des épées. Il avait appris la technique de mon grand-père, qui la tenait lui-même de mon arrière-grand-père, et ainsi de suite, jusqu'à un obscur ancêtre qui, selon toute probabilité, devait être d'origine germanique. Dès lors, j'ai consacré une grande partie de mon temps libre à forger une arme destinée à être unique au monde. Mon épée. Aujourd'hui, quelqu'un qui déclarerait avoir vu le diable serait considéré frappé d'anomalie mentale. Mais, au XIe siècle, le diable était une entité bien réelle. Du moins, Majesté, aussi réelle que le sont aujourd'hui les électrons et les quarks. Personne ne les a vus, mais tout le monde croit à leur existence. L'idée ne m'est pas venue de nier l'existence du diable. À ce moment même, je le voyais de mes propres yeux, et mon nez percevait son haleine putride. Il m'aurait suffi d'un pas en avant pour le toucher. « Ne t'en fais pas, poursuivit-il. Je ne te veux aucun mal. Seule ton épée m'intéresse. Je l'échange contre 3 vœux que j'exaucerai. » Je ne tardai pas à découvrir que toute personne se disposant à me transpercer le corps avec une arme avait aussitôt un accident qui l'empêchait de remplir son objectif. Parfois il trébuchait et tombait. Parfois je me mouvais rapidement et il plantait son poignard dans un meuble. Parfois un objet tombait sur l'assaillant, ou bien l'épée se coinçait dans un fourreau. Résultat de ces accidents, souvent l'agresseur était grièvement blessé ou se tuait lui-même. Lorsque ce dernier cas survenait, je me rendais compte que le diable n'avait pas fait une mauvaise affaire. Il m'avait concédé l'immortalité, mais tout au long de ma vie, il prendrait l'âme de nombreux hommes qui mourraient avec l'envie de me tuer, c'est-à-dire en état de péché mortel. Majesté, j'espère que vous me comprendrez si je vous assure que j'ai consacré une grande partie de mon énergie à vivre incognito. Je suis devenu vite un spécialiste du maquillage et du théâtre. Je ne pouvais pas risquer que quelqu'un me reconnaisse, sous le même aspect que des années auparavant.
C'est alors que j'ai pris l'habitude d'adapter mon nom aux diverses langues et parlers que je trouvais en chemin. Au village, du fait de mon métier familial, on me connaissait comme Joan Ferré. Je me faisais donc appeler Juan Herrero à Tolède, Joao Ferrero à Lisbonne, Jean Laforge à Reims, et plus tard Johann Schmidt à Hambourg, John Smith à Londres, Janka Kovacs à Pest, etc., etc., etc. Avant la Révolution française et jusqu'à la mort de Napoléon, quand la situation politique le permettait, je trompais l'ennui au Café de la Régence, à Paris. On y jouait de l'argent, on y jouait pour y être vu, et aussi par amour du jeu. Au Café de la Régence se donnaient rendez-vous les meilleurs joueurs du monde, et les personnages les plus en vue de l'époque n'y manquaient pas, comme Voltaire, Diderot, d'Alembert et Robespierre. J'ai vu en chair et en os François Philidor, un des joueurs les plus analytiques de tous les temps. C'est lui qui découvrit la valeur des pions dans le jeu offensif. Au vu des faits qui étaient sur le point de se produire en France, l'action symbolique du tiers-état dans les échecs ne pouvait pas être plus opportune. Je me suis vaguement liée d'amitié avec un Suisse trapu, à la peau blanche et au regard fuyant, qui jouait avec un instinct assassin seulement comparable à celui que devait montrer plus tard Bobby Fischer. Ce Suisse avait l'habitude de jouer contre Diderot, qui perdait une partie après l'autre sans se troubler. Par contre, quand c'était le Suisse qui perdait, ses yeux clignaient et il avait tendance à subir des crises d'incontinence urinaire. Il faisait partie des rares clients du café qui avaient l'habitude d'arborer une barbe de quelques jours. Il avait les cheveux plus longs que ce que les normes sociales dictaient et des manières plutôt rustiques. Il était rare qu'il ne se présente pas avec un journal des savants totalement froissé sous l'aisselle. Jean-Jacques Rousseau, car c'est ainsi que cet homme s'appelait, me prit pour une sorte de confesseur de ses maux, et il prit l'habitude de se plaindre des innombrables chancres dont il souffrait, aussi bien physiques que moraux. Son habitude de me demander de l'argent que je lui fournissais de manière régulière me dérangeait beaucoup moins. Jamais il ne me rendit le moindre sou, ni même me remercia de mes prêts. Ce n'était pas l'argent qu'il me faisait perdre qui me préoccupait, mais bien l'égoïsme féroce dont il faisait preuve. Sa conviction d'être un être substantiellement différent de tous les autres me fascinait et me faisait oublier toutes ses excentricités. Aujourd'hui, je sais que je fais une dépression tous les 4 siècles et qu'elle est à chaque fois plus intense et plus dure. La dernière survint lorsque je constatais que pour la première fois depuis très longtemps, j'avais de graves problèmes économiques. Je me suis retirée dans un monastère portugais sous le nom de Joao Ferrero. C'est là, après une nuit d'insomnie, que je fis l'erreur de réaliser mon 3e vœu. Le diable apparut dans la cellule dès que je l'appelai. Il s'était adapté au temps nouveau. Il portait une veste, une cravate et un chapeau assorti et des chaussures cirées. Il s'était rasé la barbe et ses cheveux étaient coupés au rasoir. Que ce soit à cause de ma dépression ou de ma fatigue intellectuelle, un des facteurs qui m'incitait à vivre était la curiosité. Et celle-ci s'épuisa. Jusqu'à présent, j'avais occupé mes années avec quelques vices intimes, mais aussi avec l'observation attentive de l'activité de mon prochain. Maintenant, au contraire, je suis entourée de gens qui ne cachent pas leur ennui, et cela me déprime d'une façon inédite et prolongée. Heureusement, le siècle de l'ennui est aussi celui du cinéma. Et le cinéma est l'une des inventions humaines les plus fécondes que je n'ai jamais connues. La photographie, en revanche,
m'a toujours paru un peu dangereuse, comme me le paraissait, il y a 200 ans, la mode des portraits. N'importe qui pouvait me photographier de façon ressemblante, en un instant. Après quelque temps, n'importe qui pouvait constater, en voyant la photo, que mon aspect n'avait pas changé. Le plus dangereux dans la photo, et en général dans toutes les avancées liées au contrôle de l'identité, c'est le fait que les États s'en emparaient. La police ne tarda pas à trouver une utilité à la photographie. En quelques années, la traçabilité anthropométrique permettait de fixer avec certitude l'apparence d'un individu donné. L'époque des empreintes digitales ne se fit pas attendre. L'identification des citoyens a commencé à s'appliquer aux nomades et aux délinquants. Mais au bout de quelques années, plus personne n'échappait au contrôle policier. Tout le monde devait avoir un nom et un prénom, une date de naissance, une empreinte digitale et une photographie. Les progrès réalisés en matière d'identification des citoyens, alliés au perfectionnement de la bureaucratie fiscale, devenaient redoutables pour une personne immortelle sans revenu reconnu. Le siège de l'État était de plus en plus menaçant. À Barcelone, j'ai quelque temps milité dans les rangs des anarchistes. La première fois que j'ai vu Marguerite Gauthier, j'ai éprouvé une sensation semblable à celle que doivent avoir les prophètes qui vivent une révélation. En regardant l'inoubliable scène de la chaise longue dans laquelle Marguerite meurt dans les bras d'Armand Duval, j'ai compris pour la première fois que la mort pouvait être une expérience sublime et que j'avais commis la stupidité de la refuser. Greta Garbo était déjà morte dans Mata Hari et Anna Karénine. Mais je n'avais jamais ressenti un désir aussi impérieux de la suivre quand elle abandonnait la vie, et même de jouir d'une mort comme la sienne. 14 ans après mon entretien avec Garbo, je reçus une invitation pour assister à la projection d'un film de Ingmar Bergman, Le 7e saut. Y voir la mort jouer aux échecs avec un cavalier m'a littéralement cloué sur mon siège. C'était presque une métaphore de ma vie. Je pensais que j'avais gagné, mais je joue aux dames avec la mort depuis 10 siècles. Dans le 7e saut, j'ai appris que la mort triche quand elle joue aux échecs. Majesté, ces années passées en captivité m'ont fait plus sage que mes premiers siècles de vie. À la bibliothèque, j'ai découvert Sénèque, dont la lecture m'aurait évité de nombreux problèmes. 1000 ans avant ma naissance, il avait déjà écrit que mourir est une loi, pas une punition. Je pratique une sorte de millénarisme personnalisé. Madame de Sévigné m'a dit un jour que seul celui qui a vécu toujours peut être immortel. Selon sa logique, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Quand j'étais petit, mon père m'avait expliqué que peu avant ma naissance, beaucoup de gens pensaient que le monde finirait en l'an 1000. Ils avaient lu dans l'Apocalypse que le diable devait être enchaîné pendant 1000 ans. Pourquoi ma peine devait être plus longue? Je suis née au début du XIe siècle. Je caresse la possibilité que ma vie soit limitée à 1 millénaire. Majesté, je vous en prie, libérez-moi de cet enfer. Réfléchissez à la possibilité d'obtenir que l'on me condamne à mort si je survis à ce millénaire. Je vous en prie, Majesté, pour aussi difficile que cela puisse, essayez de vous mettre à ma place. Essayez de comprendre l'horreur d'être condamné au fer perpétuel sans possibilité de remise de peine.
Que Dieu sauve la reine. Joan Ferré. El llibre jo el vaig presentar en un premi, el Premi Ciutat d'Olot, que havia de tenir un mínim de pàgines. Llavors hi havia un conte llarg i després hi vaig afegir uns altres contes per acabar de fer el mínim. I quan va guanyar l'editor, que era Xavier Folk, bé, tots dos vam quedar que era millor suprimir els altres contes. Per això és un llibre petitet. Era, diguéssim, el vaixell insígnia d'un llibre de contes. De mica en mica va entrar en algun institut, però no era cap col·lecció jove, ni hi havia activitats didàctiques, ni jo anava a fer campanya pels instituts. I va ser com que funcionava en instituts, després finalment es va publicar en una col·lecció juvenil, però en canvi quan s'ha traduït ha aparegut en col·leccions que no eren juvenils. Si és un llibre que se llegeix algú que té 16 anys, ja pot llegir qualsevol cosa, no cal que llegeixi un llibre especialment pensat per joves. Clar, el perill era que semblés que això és un assaig disfressat de ficció i per això havia d'haver personatges amb un cert caràcter i que hi hagués diàlegs i que passessin coses perquè això no semblés una mena d'article ficcionalitzat. Llavors les reflexions sí són implícites i hi ha gent que arriba a conclusions diverses també, perquè la idea no era donar un missatge, sinó simplement dubtar si realment ser immortal és una bona idea. I amb l'exemple d'un personatge que és immortal i no se n'acaba de sortir i se'n penedeix i al final voldria deixar de ser immortal, o sigui, voldria morir. I la idea era aquesta, però sense un missatge unívoc. És que, de fet, és una mica un llibre d'humor negre. A mi em feia gràcia que algú fos condemnat a cadena perpètua sent immortal, perquè normalment la cadena perpètua estàs 20 anys, 30, 40, 50... Però és que, com que aquest és immortal, cadena perpètua és l'infern. Literalment és estar a l'infern, perquè és un lloc del qual no pots sortir. I com que totes les magnituds eren tan grans, també em feia gràcia que tingués depressions que duressin gairebé segles. O sigui, castigar un personatge que volia viure molt, amb la idea que si tens qualitat de vida, viure molt és bo, però en realitat viure molt, si la teva vida és un desastre, és infernal. Jo no volia fer una desfilada de personatges i vaig pensar que n'havien de sortir bàsicament 2 o 3. Hi ha uns personatges que són Marx, Rousseau i Pizarro, que tots estan més o menys vinculats als diners o a l'anàlisi de la societat, o sigui que més o menys m'anaven bé que sortissin. Tenen uns papers petits, però fan com uns cameos, i Greta Garbo sempre m'ha agradat aquest personatge perquè es va retirar del cinema als 37 anys i per tant hem conservat una seva imatge, diríem, juvenil, excepte alguna foto de paparazzi que surt en un vaixell, però la veiem a les pel·lícules, sempre té menys de 37 anys. I això és una immortalitat, no? Perquè ella no va envellir, es va quedar amb aquesta franja d'edat, i aquesta immortalitat, diguéssim, no sé, cultural, per dir-ho així, contrasta amb la immortalitat d'aquest personatge que, com que és un mediocre absolut i no fa res interessant en 1000 anys, de fet, quan ella es mori ningú se'n recordarà, perquè no deixa rastre. Si tens alguna cosa a dir o a fer, ni que sigui fer un fill, o fer una pel·lícula, o fer alguna cosa, això et pot sobreviure. Però, en canvi, si van passant els segles i tu hi ets i tot el que fas és prescindible, en realitat ningú nota si hi ets o no hi ets. Clar, és que ara, vist en perspectiva, és com si jo hagués decidit una sèrie de coses i les hagués posat, però les coses anaven venint. Però després, de mica en mica, com que el llibre el vas arrodonint, en realitat tot té un sentit. Primer perquè hi ha la dama,
la reina, i llavors, com que hi ha la reina d'Anglaterra i la reina d'escacs, hi ha una certa vinculació. Marx era un bon jugador d'escacs i Rousseau era un jugador psicòpata, vull dir que si no guanyava s'empipava molt. Llavors tota aquesta gent pot sortir jugant a escacs. Hi ha com una altra broma perquè, segons Marx, l'economia determina la cultura. Vas veient com les peces d'escacs van evolucionant conforme evoluciona també la societat. Quan ja comença la globalització, que de fet comença al segle XIX, resulta que a algú se li acut que totes les peces d'escacs de competició han de ser les mateixes, perquè hi havia jocs diferents. Llavors es planteja el model Staunton, tothom juga amb les mateixes peces a tot el món. O bé, per exemple, quan comença els escacs, com que això ve de cultures islàmiques, no hi ha representacions, tot és geomètric. Llavors això em feia gràcia perquè en el fons demostrava aquesta teoria marxista de que els nostres jocs no són per atzar, sinó que tenen una justificació, diguéssim, infraestructural. Clar, hi ha molta gent que ha escrit sobre els immortals i normalment són històries que acaben malament. Hi ha com una tendència que el que és immortal se'n penedeix. Hi ha un conte de Borges, que és Los Inmortales, hi ha un conte de Martin Amis, hi ha contes també a Les Mil i una nits. El de Martin Amis és el més bèstia perquè és un personatge que viu quan, com aquell que diu, en el Big Bang ja corre per allà. Llavors veu tota la formació de les serralades, veu com comença a haver-hi vida, o sigui, de fet, ell diu que comença amb la geologia i després, quan arriba a la biologia, es comença a entretenir una mica més, perquè l'època abans de la vida aquest personatge ja hi era. I normalment tots s'avorreixen i acaben arribant a la conclusió que és una mica una idea implícita, i és que nosaltres estem programats per viure un temps. Pots viure 80 anys, 100... Llavors, quan ja comences a viure segles, no només hi ha uns problemes biològics, sinó que coses que et fan gràcia quan a tu et queden 30 anys de vida, si te'n queden 3.000, potser no et fan gràcia, perquè llavors, de fet, estem acostumats a uns terminis i a uns ritmes en funció de la vida que tenim. I, per exemple, si et jubiles, saps que et queden alguna dècada, que no et queden segles, no? I esclar, quan surts d'aquesta dinàmica, que és la mesura humana habitual, és molt fàcil deprimir-se o és molt fàcil tenir problemes, que és el que li passa a aquest personatge.